took a long time to know what I wanted, and now I do, and I won't wait on you. It took a long time to know what I needed, and now it's clear whenever you are near. Ça permet de prendre de la distance. Parce que Marc, délégué MSA, a vu la détresse de Florent, il a écouté et a su l'orienter pour se faire aider. Les délégués MSA engagés sur les territoires. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Donc vous êtes présents aujourd'hui pour assister à une table ronde sur le thème « Comment amener une personne en souffrance à accepter le recours aux soins en santé mentale ?» Cet échange, donc, il entre dans le cadre du premier regroupement des Sentinelles de la Loire. Je me présente, je m'appelle Morgane, je suis du service communication de la MSA. C'est donc moi qui vais animer cette table ronde. Donc, avant de commencer, je vais vous faire une petite contextualisation parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas présentes lors des échanges. Et donc, on va contextualiser parce qu'il y a des personnes aussi qui ne connaissent pas forcément les Sentinelles. Voilà. Donc, voilà, je vous ai fait une petite frise chronologique. La prévention du suicide, elle existe en France depuis la fin des années 70. Ce sont en premier lieu les associations qui se sont impliquées auprès de la population. La prévention du suicide est un axe prioritaire en France depuis 2000. Cette prévention prend un nouveau tournant en France en 2018, date à laquelle est présentée la feuille de route santé mentale et psychiatrie, qui s'inscrit dans la stratégie nationale de santé. Elle fixe un réel cap. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que l'association du groupement d'études de prévention du suicide, le GEPS, a proposé un nouveau programme de formation. Il a été élaboré sur les années 2017-2018. C'est l'un de ces 3 volets de cette formation qui est utilisé aujourd'hui dans le réseau Sentinelle. À la base, cette formation, elle s'adresse à des personnes repérées comme ayant des dispositions spontanées du souci de l'autre, c'est-à-dire des personnes peut-être comme vous, comme moi. Voilà. À la base, donc, comme je disais, ces personnes, ça peut être vraiment tout type de personnes. Et leur but, c'est vraiment de connaître une personne, de reconnaître, de repérer des personnes qui sont en vulnérabilité suicidaire, j'emploie les termes précis. Ainsi, toutes les personnes peuvent passer cette formation de sentinelle. Donc, pourquoi un réseau sentinelle, notamment pour les agriculteurs? Cette formation, elle est particulièrement la bienvenue dans le monde agricole. En effet, la mutualité sociale agricole est missionnée depuis 2011 pour piloter les plans de prévention du suicide des agriculteurs. Je vous donne un chiffre, voilà, c'est un chiffre qui date de 2011, vous en avez eu d'autres. Le taux de suicide des agriculteurs était supérieur de 20% à la moyenne de la population française, selon une étude de Santé publique France en association avec la MSA en 2011. En 2020, justement, parce qu'il y a eu des choses qui sont sorties depuis 2020, côté agricole, il y a eu un tout nouveau tournant. Il y a eu les rapports d'un groupe de travail qui s'appelait Agriculteurs en situation de détresse, qui a été animé par l'État. Il y a eu aussi un programme d'action national de prévention et d'accompagnement des ressortissants agricoles en situation de mal-être, qui s'appelle PMEA. Et il a été élaboré par la Caisse centrale de la MSA la même année, donc en 2020. En 2021, donc, l'instruction du plan interministériel de la prévention du mal-être et l'accompagnement des agriculteurs en difficulté publie une feuille de route. C'est dans cette feuille de route qu'on retrouve le célèbre Aller vers. Pour Aller vers, on y retrouve justement la formation Sentinelle élaborée par le GEPS. La MSA, en appui des agences régionales de santé, est missionnée pour animer ce réseau de sentinelles, notamment agricoles, un réseau déjà existant dans le milieu agricole, et oui, car certains acteurs comme la coopération agricole, les élus et les délégués cantonaux de la MSA, pour ne citer qu'eux, animaient déjà le réseau Agri-Sentinelle. Ce réseau Agri-Sentinelle, il a été créé en 2018 par de multiples partenaires et acteurs du monde agricole. Donc rapidement, je pense que pour la plupart d'entre vous c'est clair, mais qu'est-ce que c'est qu'un sentinelle? Donc selon la feuille de route du gouvernement, les sentinelles, ça désigne une série d'acteurs volontaires, ça peut être des élus, des associations, des organisations professionnelles, des coopératives d'agriculteurs, qui permet, en étant en contact quotidien et familier avec des agriculteurs notamment, de détecter des situations de détresse ou de mal-être. Par leur proximité, ces sentinelles sont essentielles pour repérer les signes précurseurs de mal-être et intervenir, si possible, en amont. Elles constituent donc un réel relais entre l'agriculteur, le salarié en difficulté et les structures spécialisées en soins, aide sociale, économique. Tout le monde peut devenir sentinelle.
Il suffit d'être volontaire et d'assister à cette formation. Donc cette formation est dispensée par des cliniciens spécialisés en santé mentale, comme les spécialistes qui sont par exemple présents ici, et que je vais vous présenter. En Ardèche-Drôme-Loire, petit récap, la MSA a formé près de 250 sentinelles. En Loire, côté MSA, ils sont 111. Et depuis 2023, il y a 9 formations sentinelles qui ont été organisées par la MSA en Loire. Voilà, côté ARS, il y a 64 sentinelles qui ont été formées. Donc, cesse de bavardage. Après plusieurs heures de partage et d'expérience entre professionnels de la santé mentale et entre sentinelles, nous vous proposons cette table ronde, je le répète, sur le thème « Comment emmener une personne en souffrance à accepter le recours aux soins en santé mentale ». Pour y répondre, autour de la table, nous avons Monsieur Gallo. Vous êtes élu MSA depuis 2020, mais vous connaissez la MSA depuis de longues années. Vous avez été président du syndicat de la FDSEA de la Loire de 2011 à 2023. En effet, avant d'être administrateur MSA, vous êtes agriculteur. Vous possédez une exploitation d'élevage vaches laitières d'environ 110 hectares à Sorbier. C'est tout bon? Super. Oui. Professeur Massobre, vous êtes psychiatre, chef de pôle psychiatrie au CHU de Saint-Étienne, mais aussi présidente nationale de l'association GEPS, je répète, Groupement d'études et de prévention du suicide. Cet organisme, vous me dites si je me trompe, a été créé en 1969. Il a pour vocation de regrouper des professionnels et des intervenants concernés par les problèmes du suicide. Madame Beauveille, bonjour. Vous êtes infirmière au CHU Saint-Étienne. C'est dans ce cadre-là aussi que vous intervenez en lien avec le SAMU pour des urgences psychiatriques, mais aussi pour le dispositif Vigilance, vous nous en direz un mot, qui permet de rester en lien avec des personnes qui ont fait une tentative. Et enfin, vous êtes aussi formatrice régionale en prévention suicide au sein du GEPS. Et enfin, monsieur Claude Hueda, psychanalyste à Saint-Étienne, et vous êtes aussi pour le compte de la MSA formateur sentinelle. Vous intervenez aussi dans le cadre de la cellule prévention de la MSA. J'ai tout bon? Super. Bah, écoutez, merci à toutes et à tous d'être présents. Pour lancer cette table ronde, je vais m'adresser d'abord à vous, monsieur Gallo. En effet, par votre expérience en tant qu'agriculteur ligérien, en tant qu'ancien président d'un syndicat agricole, mais aussi en tant qu'élu de la MSA, avez-vous été témoin du mal-être d'un agriculteur? Si oui, étiez-vous déjà formé en tant que sentinelle ou étiez-vous en capacité d'alerter ou d'intervenir? Alors c'est vrai que mon parcours personnel fait que, comme vous l'avez dit, responsable agricole depuis de longues années. Vous avez oublié, je suis aussi un élu chambre d'agriculture. D'ailleurs, je remercie mes collègues qui viennent d'arriver. Au passage, il faut que tu fasses un petit message, Rémi, à Raymond, qui ne trouve pas la salle. Donc j'en profite. Il m'envoie un SMS. Donc voilà. Le fait qu'avoir depuis longtemps des responsabilités fait que j'ai été alerté très régulièrement par des situations. Alors alerté par des personnes concernées ou par des voisins, des amis ou des collègues qui nous sollicitaient. Alors la chance, c'est que j'avais entre guillemets un réseau, connaissant bien les assistantes sociales de la MSA, c'était assez facile pour moi d'appeler les assistantes sociales, et au passage je les remercie parce que le travail qu'elles font et nous permettent, nous en tant qu'élus, de pouvoir nous soulager dans des situations, parce que porter ça tout seul, c'est pas simple. Après, des situations, j'en ai vécu des dizaines, donc c'est compliqué. J'en ai parlé tout à l'heure avec le professeur Massobre, lors de notre groupe, d'une situation qu'on a connue. Elle est récente, donc automatiquement on l'a à l'esprit, une situation d'une famille qui a vécu un moment très compliqué et qui aujourd'hui se trouve en grande difficulté. Et nous étions alertés en tant que chambre d'agriculture, élu chambre d'agriculture, salarié de chambre d'agriculture, assistante sociale qui était là, où il a fallu être présent et alerter à un moment donné les services, les meilleurs services pour permettre à cette famille de ne pas trouver dans des situations très compliquées. C'est compliqué d'aller beaucoup plus loin dans une explication comme celle-ci, parce que le fait d'avoir fait cette formation nous a permis d'avoir les bons éléments, mais surtout, c'est de ne pas être tout seul. Je le redis tout à l'heure à Catherine Massobre, c'est que l'important, c'est qu'on était 4 ce jour-là, et c'est plus facile quand on est plusieurs, et puis de prendre le téléphone et d'appeler les bonnes personnes, parce que je suis chez le portable de Claude Hubeda, et j'ai pu appeler Claude Hubeda, qui m'a aussi accompagné dans ces moments-là. C'est aussi des choses importantes. Je crois que le rôle de cette formation, ce que j'en ai retenu particulièrement, c'est de ne pas vouloir tout porter tout seul, c'est de partager, parce que c'est des situations qui ne sont pas simples, qui peuvent nous mettre en difficulté.
en difficulté, voire psychologique aussi. Donc il faut être en capacité de se faire accompagner et d'avoir ce réseau. Donc le réseau Sentinelle aujourd'hui est une force pour nous. Alors j'ai fait la formation récemment. La formation, je crois que je l'ai fait, il me semble, l'année passée au mois de juin. Donc je suis un récent formé, mais elle m'a apporté beaucoup. Comme les gens qui étaient autour de la table tout à l'heure, la plupart nous a donné quelques clés pour réagir différemment. Être à l'écoute, parce que je crois que c'est aussi un point important. Je crois que le rôle de Sentinelle, c'est d'être à l'écoute, d'analyser la situation, et puis de partager, parce que les personnes qui sont un petit peu plus en recul, on va dire, ont souvent une analyse différente et nous aident un peu à prendre les bonnes décisions et puis de prendre en charge ces personnes-là. Est-ce que vous pouvez un peu peut-être nous dire, en tant qu'agriculteur, c'est compliqué de demander de l'aide ? Alors c'est vrai que ce n'est pas dans l'ADN des agriculteurs. Ça, c'est vrai que c'est un vrai souci. Nos agriculteurs sont souvent très isolés dans leurs exploitations. Ils fonctionnent un peu seuls. Et c'est vrai que l'isolement est un vrai souci. Et en plus, ce n'est pas dans l'esprit des agriculteurs. Les agriculteurs ont l'habitude de se débrouiller tout seuls. Donc c'est là que le rôle du Sentinelle est important. Le rôle du Sentinelle doit permettre de détecter ces personnes-là en difficulté. D'ailleurs, alors je vais dire ça en manière assez humble, hein. Toutes les situations qu'on a pu détecter ou qui ont été détectées, ce que j'en connais aujourd'hui, il n'y a jamais eu de passage à l'acte, on va dire ça comme ça, ou de situation définitive derrière. Les 10 situations qu'on a vécues l'année passée dans ce département de la Loire, on a eu quand même encore 2-3 suicides, dont deux suicides de jeunes agriculteurs. C'est des gens qui n'avaient pas été détectés. Donc c'est un vrai souci d'ailleurs. Alors, monsieur le préfet n'est pas là parce qu'il est en réserve, mais dans la cellule mal-être où était présidée par monsieur le préfet et la MSA ADL, hein, qui était en préfecture, on demandait quand même qu'on ait un travail qu'on soit plus performant pour détecter les situations, parce que tout ne peut pas porter sur les sentinelles. Il y a l'administration qui est là, il y a les services divers et variés, hein, qui sont dans cette salle. Je pense qu'il faut que tous à chacun, par rapport à des moyens, tout en gardant bien sûr une certaine réserve, parce qu'il y a des choses qu'on est censé ne pas divulguer, hein, mais qu'on soit quand même alerte, qu'on soit en capacité d'alerter. Je crois que c'est un point important. D'ailleurs, ce que j'ai aussi apprécié dans la formation Sentinelle, c'est d'être autour de la table avec bien sûr des professionnels, des agriculteurs, on va dire plutôt comme moi, mais il y avait des salariés de la Chambre d'agriculture, des gens de la DDPP, hein, des gens de la DDT, des gens du GDS, voilà, et c'est cette mélange de personnes qui vivent des situations complètement différentes. D'ailleurs, c'est ce qu'on a un peu vécu dans le groupe tout à l'heure hein, aussi, hein. Des situations différentes, ça nous permet, nous aussi, de nous donner un peu des éléments et des clés pour la suite. Très bien, merci. Maintenant, je vais m'adresser à vous, professeur Massour. Justement, vous entendez ces témoignages de monsieur Gallo. D'après votre expertise, selon vous, en tant que sentinelle, si je suis face à une personne qui ne veut pas d'aide, quand dois-je m'inquiéter et que faire si je sens un danger ? Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Dès qu'il y a un mal-être, en fait. Mais ensuite, dans le mal-être, il y a une gradation. Et quelqu'un peut être en difficulté psychologique et ne pas avoir d'idées suicidaires. C'est aussi comme ça qu'on raisonne à l'hôpital, hein. Quelqu'un qui a des idées suicidaires, on va essayer de savoir s'il en a une fois de temps en temps, est-ce qu'il en a toutes les semaines, est-ce qu'il en a tous les jours, est-ce qu'il en a toutes les heures. Et quand on est dans une période de rumination suicidaire où la personne, elle sait vraiment ce qu'elle veut faire pour se tuer, eh bien là, il faut vraiment s'inquiéter. Et là, on en est à hospitaliser la personne. Mais la plupart du temps, on est dans des situations bien en amont où eh bien, il faut faire soigner les personnes. Et on met un temps plus ou moins long pour faire comprendre à quelqu'un qui devrait avoir une aide. Donc l'aide, elle peut être obtenue par le médecin traitant quand la personne ne veut pas voir de psy. Si c'est pas trop compliqué, ça peut être une psychologue. S'il y a besoin d'un traitement médicamenteux, on va passer plutôt par un psychiatre. Mais on sait, comme l'a dit Gérard Gallo, c'est qu'on est comme dans une population qui n'est pas du tout enclin à vouloir demander de l'aide. D'abord parce qu'on a affaire à des hommes la plupart du temps, et on sait que les hommes ont moins tendance à parler de leurs difficultés psychologiques que les femmes. C'est comme ça.
enfin, faut pas en faire une complète généralité, mais c'est plus difficile. Les hommes d'âge moyen encore plus que les plus jeunes, etc. Donc ensuite, il n'y a pas de... il n'y a pas de vrai, il n'y a pas la réponse comme quand on lit une recette de cuisine, il faut faire comme ci, comme ça. En fait, on va essayer de trouver un chemin avec la personne pour essayer de l'aider. Et si elle ne veut pas se faire aider tout de suite, on va y retourner, on va lui proposer à nouveau, etc. Sauf quand on est dans le cadre de grande urgence. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut appeler le 15 et puis on va faire en sorte de faire hospitaliser la personne. Mais c'est quand même, pour moi, c'est une minorité de situations, en fait. Hein. Mais dans ce cas-là, il faut pouvoir prendre la bonne décision. C'est ce qu'on appelle les drapeaux rouges ou noirs, peut-être, non ils sont rouges, ils sont noirs. Voilà, il faut hospitaliser. Hein. Très bien. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de posture type pour être sentinelle. Est-ce que, en tout cas, il y a des erreurs à ne pas commettre, selon vous? Des erreurs. L'erreur, ça fait penser à la faute, mais je pense pas que on soit là-dedans. Mais moi, ce que je dis toujours, et je dis ça aussi aux étudiants, et je dis ça aussi aux sentinelles, c'est quand quelqu'un semble aller mal psychologiquement, c'est-à-dire, quelque chose d'assez flou, il faut aller jusqu'à lui demander si il y a des idées suicidaires, si c'est possible, si on se sent capable. Si on se sent pas capable, on ne demande pas, mais c'est bien de le savoir pour orienter derrière le type de soin. On fait pas pareil, quelqu'un qui n'a pas d'idée suicidaire ou quelqu'un qui en a de temps en temps et quelqu'un qui en a tout le temps. Hein, donc, il faut essayer de poser la question si on s'en sent capable. Hein. Très bien. Donc, il y a plusieurs pistes pour détecter le risque suicidaire. Merci, professeur. Je me tourne vers vous à présent, Madame Beauveil. Pouvez-vous nous dire un mot sur le numéro national de prévention du suicide et quelle est sa différence peut-être avec le 15 ? Oui. Alors déjà, je pense que tout le monde a entendu ici parler du 3114. je vous en reparlerai brièvement. Donc c'est le numéro national de prévention du suicide et une ligne d'écoute pour la souffrance psychique. Ça a été mis en place en octobre 2021 sur l'ensemble du territoire. Il y a 17 centres répartis sur l'ensemble du territoire, y compris les dom-toms, bientôt 19. Et c'est un numéro donc qui est gratuit, qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est confidentiel, pas anonyme, confidentiel. Voilà. Et au bout du fil, vous avez des soignants, des professionnels de psychiatrie, donc des psychologues ou des infirmiers spécialisés, en tout cas des personnes qui ont une spécialisation dans la prévention du suicide. Ça s'adresse à l'ensemble de la population puisque c'est un numéro qui est destiné à la fois aux personnes en souffrance, en difficulté, avec ou sans idée suicidaire, mais aussi à l'entourage, les proches, et aux professionnels de santé également, les médecins traitants, les équipes, voilà, pour tout le monde. C'est un numéro qui est à la fois pour écouter la souffrance, la recevoir, et puis aussi orienter, guider, accompagner vers les soins et conseiller. Vous accompagnez vous aussi en tant que professionnel dans votre accompagnement, vous guidez auprès des personnes en difficulté. La différence avec le Psy 15, donc le Psy 15 c'est la réponse téléphonique, la régulation téléphonique au SAMU pour tous les appels à motifs psychiatriques. Alors on en a un peu parlé dans mon groupe, j'ai eu la question. Alors effectivement le 3114 peut être amené à engager des moyens d'urgence si c'est nécessaire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est quand même si vous percevez des critères d'urgence dans les situations, priorisez le 15. Le 15, c'est la ligne d'urgence. Le 3114 va être plus la ligne d'écoute finalement. Très bien. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur... vous nous avez parlé un peu du profil des répondants. Comment ça s'articule ensuite avec les autres professionnels? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, au 3114, on peut être amené effectivement... Alors, on ne va pas assurer le suivi. On ne se substitue pas du tout à un suivi. Par contre, on peut être amené à accompagner, à guider les personnes vers le soin. Les répondants du 3114 peuvent, eux, appeler les services de soins, les professionnels, faire du lien et peuvent accompagner sinon les patients directement
en donnant les numéros, en conseillant au mieux. Ils ont à disposition quand même un annuaire de ressources du territoire. Enfin, ils connaissent les ressources. Hein, donc, si je comprends bien, quand les personnes appellent ce numéro, c'est beaucoup d'écoute, de la réorientation aussi. Est-ce qu'il y a des interventions tout de suite, par exemple, si quelqu'un appelle en détresse, comment ça se passe? Alors, c'est pas systématique, effectivement. Encore une fois, on va prioriser le 15 pour tous les appels urgents. Mais par contre, les répondants au 3114 sont à même, soit de solliciter eux-mêmes le 15. À Saint-Étienne, ils sont SAMU-centrés. On est tous ensemble au sein de la régulation du SAMU. Donc, c'est pratique s'il y a besoin d'engager des moyens, des effecteurs, des ambulances, les pompiers. Ils peuvent aussi repasser la main aux personnes du SAMU, du 15. Hein. Oui, ils sont tout à fait capables d'engager des moyens d'urgence. Et enfin, une autre question. Est-ce qu'il y a un suivi des personnes suite à un appel au 3114 ? Non, il n'y a pas un suivi à proprement parler. Par contre, le répondant a cette possibilité de programmer un rappel de la personne s'il l'a jugée inquiétante, s'il veut reprendre des nouvelles ou assurer une forme finalement de suivi, mais en tout cas pas un suivi en termes de soins psychiatriques. Par contre, c'est le maillon essentiel pour engager le suivi derrière. Les répondants vont contacter les CMP, les médecins traitants. Est-ce que vous avez dit un mot sur le dispositif Vigilance ? Alors, le dispositif Vigilance, c'est un dispositif de veille téléphonique. Lui aussi, c'est un dispositif national qui est sur l'ensemble du territoire français et qui s'adresse aux personnes qui ont fait une ou des tentatives de suicide. Et c'est un dispositif qui leur est proposé à leur sortie de l'hôpital. L'objectif étant de prévenir la réitération du passage à l'acte et de maintenir le lien avec les personnes en souffrance. Il y a aussi une mission très importante de ce dispositif qui est aussi de faire le lien et le réseau, de mailler un petit peu les choses autour de la personne, puisqu'on se met en contact avec les professionnels qui gravitent autour du patient, de la personne en détresse, et on va faire un compte-rendu par courrier aux médecins traitants, aux psychiatres référents s'il y en a un. Il y a un algorithme, on appelle la personne selon un protocole précis, 10 jours après sa sortie de l'hôpital, puis 3 mois, et on clôt la veille au bout de 6 mois. Si la personne ne nous répond pas au téléphone, ça peut arriver malgré plusieurs tentatives, on va à ce moment-là adresser des cartes postales aux personnes, si possible avec des images plutôt sympathiques, enfin des paysages, des choses un peu positives. Et c'est des cartes postales qui sont plutôt très bien reçues, bien perçues, qui leur dit qu'on pense à eux et qu'on maintient le lien et qu'on rappelle le numéro ressources à disposition. Voilà. Merci beaucoup. Donc on parlait de suivi. Il y a des personnes ici présentes qui font du suivi sur le terrain. Donc justement, Monsieur Ueda, vous êtes habitué aux interventions sur le terrain, notamment sur les exploitations. Est-ce que vous pouvez nous dire, à la MSA, comment vous accompagnez les agriculteurs qui présentent un risque suicidaire ? C'est un vaste programme, mais ça ne se fait pas tout seul. La cellule se réunit depuis 2008 une fois par mois, à la fois en Drôme, Ardèche et en Loire. Voilà. Elle est composée en fait des travailleurs sociaux, des assistantes sociales qui ont une place très forte dans la cellule. Avec le service santé et sécurité au travail, on a les présences des infirmières. On a aussi les cadres sociaux Mireille Pétavie ou Cécile Ranck et les 2 psys, Eva Vega pour le Sud et moi pour le département de la Loire. Alors effectivement, les situations, c'est les signalements. Ils arrivent dans cette cellule le plus souvent par les travailleurs sociaux parce qu'ils sont au contact direct des agriculteurs, mais il peut y avoir des portes d'entrée diverses par les partenaires, par les OPA, par les services. Ça peut être le collecteur laitier, ça peut être le contrôleur, ça peut être la chambre, enfin ça peut arriver par la DDPP, ça arrive de toutes parts et on se pose la question dans ces temps-là de comment on va intervenir et qui va intervenir. Alors
aller vers le soin et le soin. Alors il y a le soin somatique et le soin psychique. Le fait d'être à la fois, je trouve, psychanalyste de par ma fonction. Alors précédemment, j'ai été travailleur social pendant de nombreuses années dans les services d'urgence, y compris dans les services d'urgence psychiatrique pendant 7 ans, au pavillon Édouard Herriot en psychiatrie. Enfin, ça me donne aussi le fait d'avoir été aussi dans la protection de l'enfance, d'aller vers. Enfin voilà. Et donc j'ai pas redouté, on va dire, à aller me confronter à la question agricole, parce que c'est vrai qu'il faut aller vers les agriculteurs, c'est compliqué. Pour nous, les psychanalystes, c'est aussi sortir un peu du cabinet. Et je trouve que ce dispositif, quand on avait été sollicité à l'époque, parce qu'il y avait eu des suicides en Loire et que le docteur Laurent nous avait sollicité, enfin, moi j'ai trouvé aussi très pertinent cette approche pluridisciplinaire. Parce que, en fait, moi, quand j'interviens, alors des fois, ça terrifie, comme disait le professeur Massour, la crainte de rencontrer le psy. Ça fait peur, c'est pour les dingues. Voilà, donc un homme en plus qui a l'habitude un peu de se débrouiller seul, je trouve que c'est intéressant que quand les assistantes sociales, alors j'ai des cas concrets un peu en tête, là on a géré des situations compliquées dans lesquelles on peut se retrouver avec des élus qui ont été formés sentinelles, pour lequel le travailleur social a déjà fait tout un travail avec la famille. Voilà, avec le fait la venue d'entrer déjà dans l'exploitation, d'entrer dans le domicile, c'est pas si simple que ça. Enfin, quand on est psy, on sait bien que les gens vont pas nous dévoiler tous leurs problèmes d'un coup. Parfois, quand on est un homme, on est un peu défensif. Moi, je dis souvent, il faut se laisser porter par la parole du patient. Et la parole, c'est un peu comme la bougie, vous savez. Des fois, on reste au seuil de la porte, on n'éclaire pas trop les pièces de sa vie. Des fois, j'ai eu souvenir d'agriculteurs qui avaient des exploitations qui fonctionnaient très bien d'ailleurs, voilà, mais qui étaient complètement stressés, qui étaient complètement débordés. Le gars descendait pas du tracteur et moi j'avais l'impression là d'être devant le tracteur et j'essaye de d'essayer de rentrer en relation avec quelqu'un qui est un peu résistant, on va dire. C'est aussi la temporalité psychique. C'est-à-dire il y a des gens pour lesquels il faut respecter ce temps-là. D'ailleurs dans le groupe d'analyse de la pratique tout à l'heure. Il y a Pierre Mars qui est là. On a des situations avec les conseillers, avec les travailleurs sociaux. J'ai Sophie, on a galéré avec un monsieur. Elle a galéré pendant des mois pour pouvoir amener la personne à rencontrer le psy parce que ça terrifie. Voilà. Le rendez-vous commun. Vous voyez, le fait d'aller vers, c'est-à-dire pour lui, c'était pas possible qu'on aille tout de suite dans son exploitation. Moi, je ne pouvais pas y aller, puis je ne voulais pas rentrer comme ça. Sophie a proposé que je puisse le voir à son bureau, puisqu'il était d'accord. Je l'ai rencontré, je l'ai vu totalement stressé, mais en même temps très intéressé. Une prestation parce qu'elle avait essayé avant de l'envoyer au CMP, elle a essayé de l'envoyer dans plein d'endroits, mais c'était pas possible. Ça a été possible parce qu'il me dit, mais les psys c'est pour les fous. Alors je lui dis vous inquiétez pas, moi je suis psychanalyste, donc pendant des années je suis allé m'allonger sur le divan, c'est donc que j'étais aussi taré que vous. Et alors du coup il y a l'humour, vous voyez l'humour pour rentrer en lien, pour démystifier un peu cette place du psy qui terrifie. Finalement cet homme a accepté la prestation de soutien que lui a proposé Sophie avec Mireille, avec le fait que bon, c'est compliqué parce qu'alors en plus, il y a le parcours mon psy. Alors, on voudrait bien les envoyer avec le parcours mon psy, mais alors le problème, c'est qu'il ne connaît pas la psy. Alors, du coup, ça va être difficile à nouer. Donc, il voulait venir me voir. Donc, du coup, il est venu, il a pris sa voiture toute cabossée pour venir me voir à mon cabinet. Et puis là, du coup, on rentre un peu dans l'intime du sujet, qui nous amène les parts d'ombre de son histoire, de son exploitation qui part à volo. Il y a des morts, des animaux morts, parce qu'on gère aussi le vivant, et y compris, vous voyez, il y a toutes ces questions, bien-être animal et tout ça. Et moi, je marche avec la bougie, quoi. Si tu m'éclaires les pièces que tu as envie, je connais pas suffisamment la technicité des services, mais je me dis, il y a besoin de la place du technicien, il y a besoin de la place du psy, parce que finalement, on s'aperçoit que cet homme, il apporte l'autorité. Le psy le terrifie, le père le terrifie. Comment trouver sa place, comment advenir comme sujet, comment tenir une position alors que je suis un homme, mon exploitation part à volo et il y a un moment donné, la DDPP, ils vont débouler, tout le monde va débouler, on va me demander des comptes et tout ça. Ça veut dire que
il faut nouer la confiance. Et ça prend de temps. Cet homme, je pense, parce que le travail a déjà été avancé par le travailleur social, ça permet une ouverture. Bon, j'ai envie de dire souvent, vous savez, on les trouve cassés, la voiture cassée. J'ai des fois envie de me casser. Il y en a, ils ont envie de partir, voire même ils se cassent physiquement. Voilà. Et des fois, ils arrivent à l'hôpital. Et alors qu'on travaille, moi j'avais commencé avec la prestation, il y avait les 5 entretiens, donc on devait mettre en place un suivi. Alors j'allais faire le passage avec le CMP. Entre-temps, cet homme a été hospitalisé. On a pris contact avec l'hôpital pour dire qu'on était dans le coup. Et cet homme me rappelle, parce que je lui dis, j'ai appelé l'hôpital en disant que je l'avais eu en suivi. Cet homme me rappelle en me disant, bah, ça y est, hein, il va y avoir le suivi psy. Vous voyez ? C'est-à-dire, voilà, des petits détails. Une autre situation avec une collègue que j'ai vue, un homme où j'arrive chez lui, après, il s'enterre dans son petit trou, il veut que personne ne le voie, finalement, il accepte quand même la visite, et puis finalement, cet homme tremble terriblement. Moi, je me dis, oh là là, il y a un problème neuro chez ce gars, il ne peut pas écrire, il ne peut pas nous servir le café. Alors, je commence à investiguer un peu somatiquement et en me disant, bah, tiens, vous avez vu un neuro dans votre famille, je vois que vous tremblez beaucoup et tout ça. Bah, tiens, en plus, ça me fait penser que dans ma famille, il y a des gens qui ont des tremblements essentiels, peut-être que. Et d'un coup, le gars me dit, ah non, moi, ce qui me fait peur, c'est de vous parler, c'est vous le psy, là, vous me faites peur. Alors voilà, vous voyez, prenez les ouvertures. Voilà. Finalement, c'est ça, c'est prendre les ouvertures. Faut faire tomber, faut faire le lien. Là, dans les situations, on travaille beaucoup avec les conseillers. Je pense qu'il y a des outils comme Avenir 42. C'est des fois les bénévoles d'ESP. C'est aussi la place de chacun. Les services vétérinaires et tout ça, la DDT, les élus, chacun y va de sa place et on n'est pas tout puissant et il faut, la sentinelle ne doit pas rester seule, mais les professionnels aussi ne doivent pas rester seuls. Voilà, y compris le psy d'ailleurs, parce qu'on a besoin du soin parfois quand il y a nécessité d'adresser vers l'urgence. Moi, je trouve ça très intéressant ce que vous venez de dire, notamment sur 2 points. Peut-être que M. Gallo pouvait dire un mot sur ça, sur ce côté vraiment démystifié. Le côté humain, rappeler vraiment le côté humain, comme là, quand monsieur rappelle, voilà, les psys c'est pour les dingues, etc. Est-ce qu'il y a vraiment toutes ces choses-là, l'humour peut-être, c'est vraiment des choses peut-être qui peuvent nous rappeler qu'on est face à un humain aussi et que c'est un humain qui nous tend la main aussi, quoi. Je crois que c'est important. Alors déjà dire sur un trait d'humour, c'est que Claude est capable d'écouter. Vous avez vu, il est bavard, mais il est capable d'écouter. Et je le connais depuis très longtemps et j'aime beaucoup. Il a une expression, il dit l'important c'est de monter sur la marche-pied du tracteur. Et c'est important, c'est le premier contact. Vous savez, nos agriculteurs travaillent beaucoup et donc ça, c'est aussi son côté humour. Vous avez raison, je pense que à tout moment dans la vie, il faut mettre un peu d'humour, mettre du contact, déjà de l'empathie aussi, de l'écoute. Je crois que c'est le principal. Nos agriculteurs sont aussi capables d'être dans l'échange. Alors, il faut le construire. Or, c'est vrai que pour un psychologue, pour un psychiatre, c'est un peu plus compliqué. Mais nous, entre guillemets, élus, techniciens de toutes parts, on a cette force. On est sur les exploitations, on est régulièrement sur les exploitations, on connaît les gens, on est un peu connus aussi. Ça aide aussi un petit peu. Notre parcours fait que ça nous aide un petit peu. Mais c'est un ensemble de choses. Mais je pense qu'on a aussi, je pense qu'on a un petit peu cette fibre aussi. Alors on la travaille, mais on a cette fibre aussi, cette fibre entre guillemets sociale, cette fibre d'écoute qui nous permettent de construire tout ça. Et puis, moi personnellement, j'ai une chose qui est importante à mes yeux, c'est que je suis très attaché à ce monde agricole. Je pense que ce monde agricole a fait beaucoup pour ce pays, a fait beaucoup pour ce département, a fait beaucoup. Donc je pense que ce monde agricole a droit aussi à ce qu'on l'aide. Ce n'est pas les premiers à demander, malgré ce qu'on a pu voir les actions syndicales qu'on a vues cet hiver. Ils sont en général plutôt dans la réserve. Mais je pense que voilà, il faut qu'on soit là pour les accompagner, pour les aider. Ils ont un rôle prépondérant dans ce pays et dans ce monde-là. Je pense que voilà, on a un rôle important et on doit les accompagner. Et j'en remercie aujourd'hui Jean-Catherine Massoub et Claude Hubeda et puis les équipes de la MSA du travail qui est fait aujourd'hui pour ce monde agricole et pour les aider et le travail qui a été initié. Tu as cité quelqu'un tout à l'heure, le docteur Laurent. Je pense que ça on peut pas l'oublier. Le docteur Laurent a eu un rôle important dans ce département par rapport à des crises. On réglera pas tous les problèmes. Je pense que ça aussi, c'est une chose que j'ai retenue de la formation. Tout ne sera pas, on guérira pas tous les maux du monde et
Il y aura des personnes qu'on ne sauvera pas, on peut se le dire aussi comme ça. Je pense que c'est aussi une façon aussi de déculpabiliser et de pas trop prendre pour soi, parce qu'on reste des humains aussi, hein, donc c'est pas toujours facile. Mais je pense que dans tout ça, je pense que c'est nos réseaux, nos échanges, notre construction ensemble qu'on peut accompagner tous ces gens-là, quoi. Une chose quand même que je voulais dire, alors, puisque j'ai le micro, hein. On est en période électorale et c'est vrai que du coup on n'a pas d'élu aujourd'hui, c'est un peu dommage. On n'a pas monsieur le préfet non plus, hein. Je pense que monsieur le préfet de la Loire a engagé des choses. Alors il y a les services de l'administration, je vois monsieur Rose qui est là, donc et c'est important. Mais une chose qui avait été relevée, et il y a quelques élus dans la salle, hein, quelques élus locaux, je pense qu'il faut, et Rémi ne me contredira pas, Rémi Jousserand, parce qu'on a suivi une situation d'un agriculteur qui, bien sûr, ça a donné fin à ses jours. Et on s'est rendu compte quand même que des élus locaux avaient un rôle aussi. Ils étaient souvent, ils connaissaient des situations, mais ils ne connaissent pas notre réseau. Et je pense qu'il faut qu'on fasse le lien avec les élus locaux. Alors les maires, les conseillers municipaux, je pense que, alors surtout dans la ruralité, pour le monde agricole, bien sûr, hein, mais je pense que voilà, il faut qu'on arrive à élargir un peu ce groupe Sentinelle à des gens qui peuvent aussi avoir un lien avec tout ça. Il y a autre chose aussi qui est intéressant, c'est ce côté justement en tant que professionnel, je m'adresse notamment aux professeurs, mais aussi à vous, Madame Beauveil peut-être. C'est difficile parce que vous êtes face à des personnes, voilà, qui sont en fragilité, et comme les personnes l'ont rappelé juste avant, vous êtes aussi humain, et ça doit être difficile parfois de pouvoir garder ce côté humain, restant professionnel, et puis ça peut aussi vous toucher, quoi, en tant que personne, des témoignages quand même qui sont très forts, très importants et très touchants. Comment ça se passe justement pour les professionnels à ce niveau-là? En tous les cas, le métier de psy, c'est un métier, qu'on soit infirmière, psychologue ou psychiatre, c'est un métier qui est passionnant parce que on va rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. Effectivement, ils vont pas forcément nous livrer toute leur vie d'un coup, et puis probablement jamais tout, hein. Mais on a aussi, en tous les cas, en étant à l'hôpital, la possibilité de partager quand même les situations compliquées avec nos collègues. Et ça, on le fait volontiers. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le groupe. Les jeunes collègues viennent nous voir parce qu'on a de l'expérience, mais nous, les anciens ou les anciennes, on parle entre anciens et anciennes aussi des situations quand on ne sait pas comment avancer, etc. Ce que je voulais quand même dire par rapport à tout ce qui a été dit avant, c'est que les agriculteurs, on ne les voit pas en psy, en fait. Moi, j'ai fait, je crois, à peu près tous les secteurs du sud de la Loire, hein, parce que j'ai travaillé sur Londaine, j'ai travaillé sur Saint-Étienne, j'ai travaillé sur Andrézieux, et me voilà maintenant au CMP de Saint-Chamond depuis septembre. Saint-Chamond, on couvre un territoire très rural, puisqu'on va jusqu'au Rhône, et en fait, on ne les voit pas en consultation. Et on sait aussi, je pense que c'est une population qui est solide, globalement, psychiquement. Mais après, quand ces personnes s'effondrent, je pense qu'elles auraient besoin de soins. Et il y a plein de barrières, mais effectivement, le fait que ça soit du psy, etc., je pense que ça fait un peu peur. On les voit parfois arriver avec leur conjointe qui nous les amène un peu contraints et forcés, etc. Et au niveau du monde agricole, c'est pas forcément vraiment démocratisé le soin psy, alors qu'en milieu urbain, les gens ils n'hésitent plus maintenant au moins à consulter des psychologues, par exemple. Mais je pense qu'on a encore vraiment une marge de progrès de ce côté-là pour qu'on voit les personnes plus vite. Mais on en voit franchement très peu. Et aux urgences, on en voit aussi très, très peu. Hein. Madame Beauveil, est-ce que vous voulez dire un mot justement sur ce côté? Voilà, vous êtes dans l'écoute notamment de ces personnes qui sont en détresse. Votre posture, peut-être en tant qu'humain, en tant que professionnel aussi, c'est parfois peut-être un peu compliqué. Oui, quand j'ai fait mes études d'infirmière, c'est vrai qu'on me disait, tu verras, avec le temps, tu vas te blinder. Et en fait, je crois que c'est la pire chose qui pourrait m'arriver. Oui, les situations sont parfois difficiles. Je suis touchée, comme tout le monde. Après, on se dit souvent, il faut trouver la bonne distance. Et en fait, j'avais apprécié dans un groupe, lors d'une formation Sentinelle, je me souviens plus qui ni où, mais il y a un participant on avait échangé un petit peu là-dessus, et qui avait fini par me dire... mais est-ce que finalement, ce ne serait pas plutôt la bonne proximité qu'il faudrait trouver? Et là, pour le coup, je me dis, mais oui, c'est très pertinent, c'est exactement ça. Et oui,
je pense que c'est ça, il faut trouver la bonne proximité et arrêter de toujours chercher la bonne distance finalement. Super, merci beaucoup pour ces échanges. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Bien sûr, je pense qu'il y a encore des choses, mais je vais inviter par la suite le public, toutes les personnes qui sont présentes, à prendre la parole, à poser des questions, pourquoi pas à ouvrir un débat. Je voulais simplement peut-être finir avec une question pour vous, professeur Massot. Une dernière petite question. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être sur les perspectives sur la prévention du suicide en France? Où est-ce qu'on en est? Vers quoi on va aujourd'hui, notamment? Par rapport à la stratégie nationale qu'on a développée en 2018, parce qu'on avait commencé une stratégie nationale en 2000 avec les formations à un seul niveau, où on formait un peu tout le monde comme on pouvait, avec pas forcément, beaucoup de perte entre guillemets dans le sens où on a formé beaucoup de gens et je ne sais pas si à la fin on avait beaucoup qui faisaient des formations. Donc en 2018 on s'est quand même beaucoup mieux organisé avec le ministère. Donc par rapport à tout ça on a mis beaucoup de choses en place. Donc ça a été dit par Madame Gawa ce matin, ça a été redit par Pauline le 31-14, vigilance. Là où on en est, donc dans les formations. Là, on est en train de monter un programme de formation, de sensibilisation pour les médecins généralistes. Ça fait partie de la stratégie nationale. Je pense qu'on a été beaucoup trop ambitieux. On avait une formation en 2 jours pour les médecins généralistes. On a fait plusieurs essais à Brest, à Rennes, à Clermont et à Paris. Et en fait, à chaque fois qu'on proposait cette formation, on avait en gros 3 inscrits. Donc bien sûr, on n'a pas fait les formations et on a fini par se dire qu'il fallait faire des sensibilisations de 1 heure ou 2 pour les médecins généralistes. Et je pense qu'on en a vraiment besoin dans les territoires ruraux parce que dans les territoires ruraux, vous avez très peu de psy en fait en libéral. Il n'y en a pas. Les psychologues parfois un peu maintenant. Et puis l'hôpital public, souvent ils sont en difficulté aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on forme mieux nos médecins généralistes. Ça c'est vraiment la suite. On a aussi on a plusieurs groupes de travail avec le ministère. Alors l'avantage avec les visios maintenant, c'est qu'on peut faire plein de réunions avec la France entière. On a un groupe sur ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire les lieux à risque. Donc l'idée, c'est de repérer dans chaque département les lieux à risque. Alors sur Rhône-Alpes, on a vraiment un travail qui est commencé depuis plusieurs années avec l'ARS. L'idée, c'est pas seulement de les repérer, c'est aussi de les sécuriser quand c'est possible, et puis de mettre des affiches aussi pour qu'il y ait des numéros de secours. Donc en particulier le 31-14. Donc ça fait partie d'un groupe de travail. On a un groupe de travail aussi au ministère sur la sécurisation des hôpitaux, parce que malheureusement dans les hôpitaux il peut y avoir des gens qui se suicident. C'est pas le but, mais vu qu'on a une population à risque, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau de l'hôpital aussi. Donc là, on est en train de copier un peu ce qu'ont fait les Américains, mais et ensuite on va proposer des recommandations pour mieux sécuriser les hôpitaux, en particulier psychiatriques, etc. Petit à petit, on essaye d'élargir le champ de la prévention du suicide. Donc, je note bien, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Exact. Oui. Donc, écoutez, on vient sur la fin de cette table ronde. Donc, voilà, la question, c'était comment emmener une personne en souffrance à accepter le recours aux soins en santé mentale. Est-ce qu'il y a des personnes ici, peut-être, qui voudraient rebondir sur ce qui a été dit? Oui, monsieur. Hop, je vais passer, vous inquiétez pas. Oui, Pierre Mars de la Chambre d'agriculture. Donc, je voulais rebondir sur ce qui a été dit pour partager une expérience et peut-être avoir votre retour aussi par rapport à ça. Je pense qu'on est en plein dans le sujet. Il y a pas si longtemps que ça, je suis interpellé par une collègue d'un autre organisme agricole qui me dit voilà, il y a telle personne qui a des envies suicidaires, voilà, il faudrait peut-être voir à faire quelque chose. Donc, je contacte le travailleur social qui accompagne aussi cette personne qui n'arrive pas justement à faire le lien qui l'accompagne depuis longtemps, mais n'arrive pas à avoir de retour. Donc je décide moi-même d'essayer d'appeler cette personne-là qui ne répond pas. Je lui laisse un SMS, etc. En l'occurrence, elle fait sa TS le lendemain.
heureusement, elle se rate et du coup, elle est hospitalisée. Et pour le coup, derrière, elle arrive à faire ce lien, à oser contacter le travailleur social et moi-même. Mais du coup, le lien est fait, mais enfin, il aurait pu ne pas se rater, quoi. Donc, voilà, moi, je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Comment j'aurais pu effectivement éviter qu'il y ait ce passage à l'acte, si tant est qu'il fallait l'éviter. Enfin, on pourrait dire a posteriori, bah, peut-être qu'il fallait ça pour qu'elle fasse la démarche, mais bon, on n'a pas forcément envie d'essayer. En plus, a priori, les hommes se ratent moins souvent que les femmes, si j'ai bien compris l'échange qu'on a eu tout à l'heure. Donc là, bon. Voilà. Du coup, je m'interroge dans ce cas-là. Est-ce que j'aurais dû lui mettre, enfin, en entendant ce que vous disiez, est-ce que j'aurais dû lui mettre dans le SMS, appeler le 3114 ou appeler le 15, ou est-ce que j'aurais dû moi appeler le 15 Voilà. Point d'interrogation. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait un entourage ou pas? Eh ben, on s'est posé la question et les liens avec la famille semblaient difficiles, mais voilà, j'avais pas moi-même les contacts, les liens. Mais on s'est interrogé effectivement si l'entourage pouvait avoir un impact positif, un accompagnement. Après, visiblement, vous étiez dans une situation d'urgence que nous, on peut avoir aussi, hein, des patients qu'on suit qui viennent plus au rendez-vous, on appelle, ils répondent pas, etc. On peut aller à domicile quand c'est possible. On peut se permettre d'appeler l'entourage aussi, si on sait qu'il y a, je sais pas, des parents, un conjoint, un enfant, enfin pas un enfant de 10 ans, hein, bien sûr, mais après, en situation d'urgence, on peut se donner, on a le droit de se donner les moyens de voir. Enfin, et là, je pense que c'était une vraie situation d'urgence parce qu'elle a fait une TS le lendemain, ou il a fait une TS. Donc après, c'est toujours la question. Est-ce que si la personne porte plainte parce que voilà, on y est allé, on l'a fait hospitaliser. Enfin, après, quand on est sur une situation d'urgence, on assiste quelqu'un qui est en danger. Et là-dessus, on n'a pas de souci en principe, hein. C'est pas comme, s'il n'y avait pas d'idée suicidaire, que voilà, la personne ne va pas très bien, mais bon, après tout, on verra quand elle sera décidée. Vous voyez, mais bon, après, quand on est sur des situations comme ça, on essaye de trouver des chemins. Moi, j'appelle ça des chemins. Il n'y a pas le chemin. Après, ça peut être parfois appelé, on sait par exemple que la personne est divorcée, mais qu'elle est bien avec son ex-femme, par exemple. On peut se permettre d'appeler l'ex-femme si on sait que les relations sont bonnes. Si elles sont très mauvaises, on va probablement pas le faire, etc. Après, on essaye de réfléchir comme ça, mais je pense pas qu'il y ait de réponse magique. Je sais pas si mes collègues ont des idées, mais... Oui, ça fait un peu comme les collègues de la MSA, d'ailleurs, des fois, qui font des mises à disposition parce que la personne ne répond pas. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on va nous reprocher? Pourquoi on nous reprocherait de faire du souci pour l'autre? Enfin, vous voyez, si on sait qu'il y a une notion un peu de danger, qu'on intervienne, il valait mieux m'inquiéter que de ne pas m'inquiéter du tout. Enfin, vous voyez, on ne va pas vous reprocher ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué aussi parce que suivant l'âge, suivant la personne et tout ça, je vois par exemple... vous évoquiez le fait de est-ce qu'il faut qu'il y ait un passage à l'acte. Parfois, il faut qu'il y ait un passage à l'acte pour que quelque chose advienne. Chez les adolescents, par exemple, on voit beaucoup ça dans les problématiques identitaires. Une personne âgée, c'est beaucoup plus compliqué parce que généralement, les personnes âgées se loupent pas non plus. Mais du coup, d'aller questionner un peu... ça m'évoque un peu comme dans la protection de l'enfance. Vous voyez, des fois, on est obligé de faire un signalement. C'est comme si ça allait faire la catastrophe. Oui, mais si on l'avait pas fait, on n'aurait peut-être pas protégé. Voilà, des fois, ça évoque qu'un passage à l'acte, parfois, à partir d'un passage à l'acte, on peut reconstruire. C'est vrai que si on peut faire la désescalade avant que ça arrive, on tente comme on peut. Mais c'est vrai qu'on peut, voyez, louper des rencontres. Moi, je me rappelle très bien quand je suis devenu président de Loire Prévention Suicide. J'ai une amie un jour qui me téléphone et qui me dit « Tiens, j'ai un truc que tu dois venir récupérer, qu'on m'a laissé pour toi. » Et alors, vous voyez, j'étais un peu dans une espèce d'étonnement. J'ai pas le temps, je suis pressé, je viens sur Lyon dans 2 jours.
Donc, je vais le récupérer, puis d'un coup, j'ouvre, je reçois un cadeau. Déjà, j'étais étonné, vous voyez, puis j'ouvre et puis je vois une carte dans laquelle voici une œuvre dont j'étais assez fier, je te la laisse en signe de notre amitié. Enfin, vous voyez, mais pourquoi on me parle au passé? Et vous voyez, d'un coup, ça fait une espèce de pression. J'aurais pu me dire, j'aurais dû y aller tout de suite. Quand on m'a dit de venir chercher le truc, j'ai loupé le truc. Et en fait, la personne était retrouvée, après avoir fait un geste, être à l'hôpital et tout ça. C'est-à-dire que même, vous voyez, même quand on fait les formations du suicide, poser la question et tout ça, c'est très compliqué, même pour des professionnels parfois. Alors parfois, quand on la pose la question, vous voyez, il y avait la dame d'SOS Amitié qui nous disait que ça ne fait pas la catastrophe. C'est-à-dire que quand on pose une question, des fois, ça permet de libérer aussi le sujet. C'est-à-dire, du coup, enfin, il y a quelqu'un qui peut entendre, c'est insupportable. Et puis peut-être, non, j'ai pas envie de mourir, en fait. Vous voyez, et du coup, ça vient nous rassurer. Mais parfois, ça peut nous dire aussi, oui, les signaux sont ouverts, là, on est les drapeaux noirs et il faut interpeller. Écoutez, ce que vous me dites, c'est suffisamment inquiétant. Moi, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Enfin, je me souviens d'une jeune aux urgences qui avait fait son geste. Là, on allait la voir avec le psychiatre et puis elle s'arrachait les perfusions parce qu'il fallait qu'elle sorte parce qu'elle avait ses partiels à passer. Et le médecin, psychiatre, lui dit non, mais attendez, ça voudrait dire qu'on n'en a rien à foutre si on vous laisse sortir comme ça. Non, vous n'allez pas sortir. On vous garde. On va essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'alors, hier, vous vouliez mourir. Aujourd'hui, vous voulez aller passer vos partiels. Vous voyez, on va prendre le temps. C'est la temporalité psychique, ça prend du temps. Alors, il y a les traitements, mais il y a aussi le récit, au fond, vous voyez, le récit de chacun. Et l'urgence, parfois, des fois, on peut essayer de trouver des bricolages pour intervenir. Est-ce que vous avez eu votre réponse? Je ne sais pas bien. Est-ce que j'aurais dû appeler le 15 moi-même? Est-ce que j'aurais dû lui dire appeler le 3114? Ça, je pense peut-être à minima. Mais après, maintenant, oui, on a le Psy 15, on a le 3114, on ne l'a pas toujours eu. Donc, après, vous avez un certain nombre de choses à votre disposition. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Appeler aussi l'entourage. Enfin, au 3114, quand on est bloqué sur des situations, là je sors de 3 jours, j'ai formé des nouveaux répondants au 3114 pendant 3 jours, et on fait un jeu de rôle comme ça, où effectivement on est bloqué avec la personne qui est très suicidaire, qui veut pas aller à l'hôpital, etc. Et voilà, ils s'appellent. Le beau-père répond pas, la mère répond pas, le médecin traitant il raccroche au nez de la personne et ils appellent le fils, et on fait ça au 3114 aussi, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver quelqu'un, et là c'était pour l'accompagner aux urgences la personne, mais voilà, après voilà, c'est fait, elle est pas morte déjà. C'est des fois plus compliqué quand la personne elle décède, mais voilà, mais bon, Donc le 3114, ils peuvent, si moi je les appelle, ils peuvent essayer d'enquêter pour essayer de nouer la relation avec. Parce que moi je connaissais pas du tout cet exploitant agricole. En l'occurrence, j'avais jamais rencontré. J'avais été interpellé par une personne. Peut-être qu'elle savait que j'étais sentinelle. C'est bien, je me suis senti dans mon rôle pour le coup. Mais un peu démuni. Après, si on est très inquiet, nous, 3114 ou Psy 15, on fait signe à nos collègues. On est dans la même salle au SAMU. Et là, si on est vraiment inquiet, même si on ne connaît pas la personne, qu'on ne l'a pas eue, au vu de ce que nous dit la personne qui appelle, on envoie le SMUR. Et parfois, on a des gens aussi qui appellent au 3114 qui sont assez inquiétants, on va dire. On leur dit venez aux urgences. Alors on cherche à savoir comment ils vont venir. Donc s'il y a le conjoint à côté, il dit ok, j'amène à l'hôpital, etc. Pas de problème. Les infirmières du 3114, on va dire qu'une heure ou deux après, elles vont appeler aux urgences pour savoir si la personne est arrivée. Et moi, j'ai une patiente comme ça que je suivais il y a quelques années. 2 heures après, elle n'était pas arrivée. Et en fait, elle avait avalé un flacon de somnifère. Et on l'a retrouvée dans le coma. On a envoyé le SMUR. Donc, je dis effectivement, comme disait Claude, on ne sauve pas tout le monde, mais on sauve des gens aussi. Mais quand même rappeler que dans 90% des cas,
il y a souvent des signes, il faut essayer d'aller le plus loin possible pour les aider, et qu'il y a toujours 10% des personnes pour lesquelles on n'aura aucun signe, et là, on passera tous à côté, moi également, hein, tout le monde. Hein. Voilà, faut être modeste. Merci pour ces réponses. Donc oui, on y va. Je crois que la dame avait en premier. Après, je reviens vers vous. Hop. La question que j'aurais, c'est, comme on voit avec les témoignages, comment on fait en tant que sentinelle pour se protéger de tout ça, de tout ce fardeau que est-ce que j'aurais pu faire mieux, est-ce que et avec tous les si qui peuvent arriver en fonction des situations. Ça, c'est l'éternelle question. On essaye d'en parler à chaque session, de bien expliquer. Je pense que l'essentiel, c'est de ne pas être seul avec la situation. Faut vraiment, dans la mesure du possible, partager son inquiétude, voilà, et pas être seul. Parce qu'après, c'est facile de dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Enfin, on le fait tous. C'est bien humain de se questionner, mais voilà, de se refaire le film un peu. Mais au final, on fait surtout comme on a pu. Enfin. Et déjà de pas être seul, s'entourer et puis se connaître un peu quand même. Enfin, connaître un peu ses limites, ça j'en parle systématiquement, mais je pense que c'est essentiel aussi de se préserver et de pas hésiter à passer la main. Ça veut pas dire on passe la patate chaude, ça veut juste dire à un moment, moi j'ai atteint ma propre limite et soit je serai pas aidant de toute façon, puis en plus je risque de m'abîmer moi, donc c'est pas l'objectif. Merci. Tout à l'heure, madame, vous avez parlé de lieux à risque. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire qu'il y a des endroits où les agriculteurs sont plus fragiles qu'à d'autres lieux, dans d'autres lieux? Alors, pour le coup, je pense que ça ne concerne pas tellement le milieu agricole, en fait. Les lieux à risque sont des lieux qui sont... Alors, on a beaucoup discuté sur la définition, mais en fait, ce sont des lieux qui sont ouverts au public, qui ne sont pas forcément des lieux publics en soi. Par exemple, une tour, un immeuble qui ne serait pas sécurisé, et tout d'un coup, plusieurs personnes se suicident du même endroit. C'est ça qu'ils appellent les hotspots. Et dans chaque région... Vous avez des hotspots, en fait. Enfin, si je vous demande, vous les avez déjà repérés dans votre tête. Donc, on essaye, on essaye de les sécuriser. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on sécurise le barrage de Grandjean, par exemple, parce que chez nous, c'est un hotspot, ils vont aller ailleurs. C'est pas forcément vrai, parce que quand les personnes sont très suicidaires, elles pensent pas comme nous. En fait, c'est difficile à expliquer, mais elles ont un peu comme du brouillard dans la tête. Et si elles ont en tête le barrage, elles veulent aller au barrage. Et quand ça fait longtemps que je suis pas allée au barrage, mais si le barrage est protégé, ça va peut-être les arrêter. Si on met une affiche 31-14 au barrage, je ne sais pas s'il y en a une maintenant, parce que ça... c'est peut-être fait ou c'est peut-être pas fait, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi quelqu'un, parce que nous, tous les ans, on a des gens qui nous appellent au 31-14 où on voit des personnes arriver qu'on a vues sur le barrage, qui ont été repérées par des promeneurs, en fait. Et donc, le fait de mettre le numéro du 31-14 sur un endroit, un hotspot, ça peut permettre aussi à des promeneurs d'appeler en disant, etc. Voilà, vous voyez, c'est ça, les lieux à risque. Alors, les agriculteurs, ils n'ont pas besoin d'aller au barrage, malheureusement. D'ailleurs, quand j'avais fait ma formation en Bretagne et en Pays de Loire, d'ailleurs à Rennes, le métro, c'est un des choses que nous avait dit le psychiatre, c'est un métro sécurisé. Vous avez des endroits où on ne peut pas tomber sur les voies, par exemple. Les portes se ferment, voilà. Donc, c'est des lieux de protection, mais c'est vrai que chaque ville, chaque région a des lieux. Alors, quand on travaille aux urgences, on entend souvent, ça revient. Mais même dans l'histoire, vous voyez...
il y a souvent des lieux qui sont marqués. Donc je trouve ça intéressant aussi de se questionner sur. C'est un peu comme la réduire l'accès aux moyens, même si on peut dire le sujet il va toujours nous trouver d'autres choses. Mais quand même ça coûte rien. Vous voyez, je veux dire ça coûte rien peut-être même de mettre, même les médecins généralistes des fois. Vous savez quand on les appelle en cas d'urgence, appeler le 15. Peut-être que des fois ça nous dit que peut-être on devrait laisser des petites choses comme ça, des petites cartes, un peu pour soulager un peu sa conscience, même si des fois on peut être une goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais enfin si le vase il est plein, vous y pouvez rien. Enfin je veux dire, c'est comme le gars qui vient de la dame qui nous dirait mon mari m'a laissé, mon mari s'est suicidé parce que je l'ai laissé. Non, pas forcément. Enfin vous voyez, c'est toute la difficulté, mais la personne peut le vivre comme ça. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Tout le monde ne gère pas les choses de la même façon. Un de perdu, 10 de retrouvé. Enfin, vous voyez, chacun traiterait les choses. On n'est pas tous pareils, quoi. C'est pour ça, c'est difficile. À la fois, on ne peut pas faire dans la question de la prévention, on ne peut pas faire de généralité et qu'il faut toujours s'intéresser aux cas individuels. Merci. Je crois qu'il y a encore des questions. Je vais revenir. Un apport d'information. Non, c'est juste un petit apport d'information. Si vous voulez plus d'informations sur les hotspots, c'est avec le programme Papageno, qui est une grosse source d'information. Vous avez entendu Papageno. Papageno, oui. En un mot, comment? Dans notre groupe, tout à l'heure, il a été question des personnes de l'entourage des personnes qui sont parties. Et la réponse est difficile. Un suivi, une protection, une aide. Je reste un peu sur mon interrogation et d'autres aussi. Donc là, maintenant... le ministère a aussi mis dans les axes de prévention ce qu'on appelle la postvention, en fait, la prise en charge des personnes endeuillées par suicide. Donc nous, à Saint-Étienne, au SICA, à l'hôpital Nord, on suit les personnes endeuillées par suicide. Pour l'instant en individuel. Là, on est en train aussi de monter un groupe. Alors, le groupe, c'est pas forcément adapté tout de suite après le suicide, mais ça peut être aussi une aide. Donc là, c'est vraiment en train de se développer, plus la plateforme Espoir qui a été développée par le Vinatier. Mais la postvention, ça date que de quelques années, en fait. Au sein de la MSA, d'ailleurs, pour les agriculteurs, la cellule intervient des fois, vous savez, quand il y a un décès d'un exploitant, quelle que soit un peu la cause du décès, les travailleurs sociaux peuvent accompagner. Il nous est arrivé de faire des entretiens un peu avec la famille, parce que c'est quand même... tout dépend de la cause du décès, mais quand il y a des morts violentes, et surtout par suicide, le deuil n'est pas du tout le même. Donc parfois aussi, il peut y avoir les enfants, l'entourage. Vous voyez, ça, c'est très important aussi de veiller à ce que, en tout cas pour orienter les enfants vers des suivis, par exemple sur les CMP de pédopsychiatrie, de faire du lien. Et il y a des groupes de parole, il y a des associations qui existent aussi, qui peuvent accompagner à la suite d'un deuil. Il y a des associations comme Vivre son deuil et autres. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont des questions? 2 personnes. Bonsoir, moi c'est juste un témoignage, donc je suis la personne de SOS Amitié. Je voudrais juste vous faire part quand même de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que nous on reçoit les appels des gens qui vont passer à l'acte, c'est-à-dire qu'il y a ceux qu'on peut sauver et avec qui on va pouvoir discuter et on va les envoyer, on va leur prescrire d'aller soit au 15 s'ils veulent, appeler le 15 pour eux s'ils veulent bien lever l'anonymat, ou on les envoie sur le 3114. Et puis il y a les gens que nous on accompagne dans leur suicide, c'est-à-dire que ces gens-là, ils veulent pas mourir tout seuls, mais ils veulent mourir. Et je voulais juste dire ça, c'est-à-dire que il y a des gens, ils peuvent pas faire autrement, ils veulent mourir et on pourra pas les sauver. Et la seule chose qu'on puisse faire, nous, pour les sauver, c'est de les accompagner. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas
que chacun de nous se culpabilise d'être passé à côté de quelque chose parce que peut-être il n'aurait rien pu faire. Une intervention, je ne sais pas. Vous voulez dire un mot Vous disiez d'ailleurs que dans l'écoute, c'est énorme le nombre de demandes d'appels par jour, enfin, que vous recevez. Oui, d'ailleurs, la phrase que vous nous avez dit là pour la Bretagne était merveilleuse d'ailleurs. Un agré... Mes plus beaux appels, ça a été un samedi soir, j'ai décroché et j'ai écouté. Je suis un agriculteur breton et je suis heureux d'être en vie et d'être là. Mais il était tout seul et il n'avait personne pour en parler finalement. Écoutez, merci. Je crois qu'il y a. On va finir sur les questions. 2 dernières questions, monsieur, et après là-bas. Rémi Jousserand, donc moi je suis agriculteur et élu à la Chambre d'agriculture. Je me pose vraiment la question un peu par rapport à ce que Gérard a pu évoquer suite à une situation là, qu'on a subie, entre guillemets. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie, mais moi j'ai du mal à me dire en fait que la profession agricole comme elle est faite, on n'arrive pas ou on n'arrive toujours pas en fait à détecter plus tôt, quoi. Et ça c'est, alors vous allez me dire c'est peut-être une utopie, mais je me dis qu'il y a donc les élus locaux ont été évoqués. Nous on est une terre d'élevage dans la Loire, donc souvent ça dérive chez les animaux ou pour les animaux avant que ça dérive pour les hommes. Donc on a quand même cette chance de pouvoir partager avec notamment les services de la DDPP des choses, des situations et d'intervenir suffisamment tôt avec aussi un État, enfin des services de l'État qui sont à l'écoute quand même par rapport à ça et qui des fois éviter un contrôle, c'est peut-être la goutte d'eau qui va pas faire déborder le vase. Mais j'aimerais vous entendre, vous les professionnels de santé, sur le... Enfin, c'est jamais assez tôt. Moi, j'ai l'impression que c'est jamais assez tôt, en fait, qu'on détecte jamais assez tôt. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour justement anticiper plus, en fait, même s'il y a des questions de parfois protection de données, plein de freins des fois qui, s'ils étaient levés, je pense qu'on en sauverait encore d'autres, quoi. Une réponse, peut-être? Moi, ça ne sera pas une réponse parce que je suis un élu MSA, comme vous le savez, et c'est vrai que la difficulté, on en discute régulièrement en conseil d'administration de la MSA, hein, et monsieur le directeur est là, on échange avec d'autres personnes qui sont qui gèrent les difficultés de situation, de paiement de cotisation, de retard de paiement de cotisation, mais la vraie difficulté, c'est le frein. Aujourd'hui, sur les éléments qu'on pourrait avoir et l'accès qu'on a à ces éléments. Alors bien sûr, il y a des équipes qui ont l'accès, mais nous, en tant qu'élus, on n'a pas accès. Et c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus. Alors c'est difficile, hein, parce que d'abord, il y a aussi un nombre important de gens qui peuvent être en difficulté. Donc il faut aussi prioriser tout ça. Mais comment on fait aujourd'hui pour avoir assez rapidement, par rapport à des situations, par exemple, financières qui se dégradent plus ou moins vite, et c'est un peu, il fait référence à une situation d'un agriculteur qui ouvrait plus son courrier depuis, je sais pas, 3-4 ans, je sais plus, depuis un certain temps, et puis la situation financière s'est dégradée automatiquement, mais que du coup, il apparaissait pas dans les alertes, et c'est dommage parce que sûrement qu'il était connu. Mais la difficulté, comment faire? C'est la discussion, c'est ce que j'abordais tout à l'heure, par rapport, on en a beaucoup parlé lors de la cellule du mal-être en présence de monsieur le préfet et la MSA qui était là. Aujourd'hui, comment on peut faire par rapport à ces situations? Parce qu'on parle de la MSA, mais il y a la Chambre d'agriculture, il y a les services vétérinaires, il y a d'autres qui ont... Et il faut qu'on puisse mettre le lien. Alors ça existe, ce lien, mais comment on fait pour alerter plus rapidement?
tout en gardant une certaine liberté, loi liberté informatique, hein, vous savez, tout ce qui est tout ça, mais qu'on puisse trouver des outils pour être plus réactif. Et ça, c'est important, parce que je pense que, comme je l'ai dit ce jour-là, hein, par rapport à cette situation, bah, elle est ce qu'elle est, elle est comme ça aujourd'hui. Et on n'est pas là pour juger hein, qui que ce soit un organisme ou un autre. Hein. Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça. Mais comment on peut faire mieux le prochain coup, quoi. C'est là. Moi, je pense qu'une des difficultés aussi, c'est que les agriculteurs, ils choisissent des moyens qui sont radicaux. Les tentatives de suicide qu'on voit arriver à l'hôpital, c'est les médicaments. Et effectivement, quelqu'un qui va mal, qui prend des médicaments, il a beaucoup plus de chances de s'en sortir que nous, on le voit, qu'on le fasse soigner, etc. Celui qui choisit la corde ou le fusil, il n'est pas bien et ça ne sera pas une tentative de suicide, ça sera un suicide parce que voilà, le moyen il est radical et il faudrait repérer plus vite le mal-être avec ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, des personnes qui sont pas forcément des grands bavards, beaucoup d'hommes, après. On est aussi dans cette tranche d'âge de l'homme d'âge moyen. Moi, j'ai été X fois alertée